L'effet secondaire de transfusion plaquettaire. Bonjour tout le monde. Monsieur Blébo Richard Kwan, on est réunis aujourd'hui pour discuter votre travail de fin d'études médicales intitulé La thrombopénie néonatale, colligée au service de néonatologie et réanimation néonatale de CHU Mohamed VI Oujda à propos de 105 cas. Les membres du jury ici présents, je vais les présenter. Il y a ma collègue et amie professeure Sadi Hanan, qui est professeure d'enseignement supérieur en gynécologie obstétrique, professeur Tajir Meriem, qui est professeur agrégé en génétique médicale, qui est responsable de génétique médicale au sein du CHU Mohamed VI Oujda, et bien sûr la faculté de médecine, et professeur Anas Ayed, qui est professeur en néonatologie, réanimation néonatale, et qui travaille dans le même service que le mien, donc le service de réanimation néonatale, et moi-même, Rim Amrani, chef de service de réanimation néonatale au CHU de la même ville. Donc déjà, on vous remercie d'avoir choisi le service, et je vous donne une quinzaine de minutes pour présenter votre travail. Merci. Permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail de thèse intitulé La thrombopénie néonatale, colligée au service de néonatologie et réanimation néonatale du CHU Mohamed VI de Oujda. Pour ceci, nous allons adopter le plan IMRAD. Après une brève introduction, nous allons passer en revue des matériels et méthodes utilisés, présenter les principaux résultats et terminer avec une discussion avant de conclure. Commençons par l'introduction. La thrombopénie néonatale est définie par un taux de plaquettes sanguines inférieur à 150 000 éléments par millilitre chez un enfant d'âge de la naissance jusqu'à 28 jours. Elle est la plus fréquente d'anomalies hématologiques chez les nouveau-nés. Elle représente 18 à 35% des hospitalisés en unité de néonatologie et de soins intensifs. Les étiologies sont multiples et la conséquence principale de cette affection est le risque de saignement, notamment l'hémorragie intracrânienne, car les plaquettes en association avec d'autres facteurs de coagulation assurent une hémostase. On dit que la thrombopénie est précoce si elle survient dans les premières 72 heures. Par contre, on dit que la thrombopénie est tardive si elle survient après les 72 heures. La question qu'on pose, c'est comment diagnostiquer une thrombopénie néonatale. Les bases du diagnostic reposent sur la biologie.
le taux de plaquettes sanguines sous NFS qui doit être inférieur à 150 000 éléments par millilitre avec une confirmation sous un deuxième prélèvement sous un tube citraté ou contrôle du frottis sanguin pour éliminer une fausse thrombopénie. Le principe de traitement est de traiter l'étiologie en cause de la thrombopénie et la transfusion de coloplaquettaires. L'objectif de cette étude est de répertorier les cas de thrombopénie néonatale chez les nouveau-nés hospitalisés dans les services de néonatologie et réanimation néonatale du CHU Mohamed VI de Oujda, analyser les étiologies de cette thrombopénie, connaître les modalités thérapeutiques. On va estimer les taux de mortalité associés à cette thrombopénie, comparer notre résultat avec d'autres études, puis on va suggérer quelques moyens de prévenir la thrombopénie néonatale. Décrivant maintenant les matériels et méthodes. Notre étude pose sous l'analyse rétrospective des dossiers de nouveau-nés hospitalisés et traités au sein des services de néonatologie et réanimation néonatale du CHU Mohamed VI de Oujda durant une période de 2 ans, allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. On a inclus tous les nouveau-nés qui ont présenté la thrombopénie pendant la période d'hospitalisation, alors que le dossier incomplet, la thrombopénie non confirmée sur tube citraté ou bien le frottis sanguin et les nouveau-nés qui ne présentaient pas la thrombopénie ont été exclus dans notre étude. Les données ont été recueillies à partir de l'archive du service, les dossiers médicaux, les registres d'hospitalisation et les systèmes O6. Et les résultats ont été exploités en utilisant une fiche d'exploitation détaillée incluant plusieurs informations concernant les données du couple mère nouveau-né. Et les données de la littérature ont été recueillies du PubMed, ScienceDirect et Google Scholar. Passons maintenant aux résultats et la discussion. La fréquence de la thrombopénie trouvée dans notre étude était de 15%, ce qui concorde assez rapporté par Robert et al. Cependant, cette fréquence est plus élevée par rapport à celle rapportée par Osama et al. Et celle de Lusto et al. Ce qui pourrait être en rapport avec une durée plus courte chez ces deux populations et de ce fait, un nombre de nouveau-nés inclus moindre. Notre étude a montré une prédominance de sexe masculin, soit 61%, ce qui est comparable à l'étude réalisée par Osama et al. Rapportant 58% de sexe masculin et celle de Mehdi et al. Rapportant 55% des cas de sexe masculin également. Notre étude a montré que plus que la moitié des nouveaux-nés thrombopéniques sont issus des familles de bas niveau socio-économique avec la présence de pathologies maternelles avant ou pendant la grossesse. Cette remarque a été faite aussi dans l'étude de Mehdi et al. Et celle de Osama et al. Cependant, il n'y a pas d'études analytiques qui mettent en évidence ce lien de causalité entre la thrombopénie néonatale et les niveaux socio-économiques. Selon la consanguinité, 20% des nouveaux-nés dans notre étude sont issus d'un mariage consanguin, alors que 80% étaient nés suite à un mariage non consanguin. Le pourcentage de consanguinité dans notre étude est plus élevé par rapport à ce rapporté par Mehdi et al. Et Haja et al. Ça pourrait être dû au fait que notre population étudiée est plus large que dans les autres études. Pour les degrés de consanguinité, 62% des cas de premier degré, 19% des cas de deuxième degré et 19% des cas de troisième degré. Notre étude a montré que 21% des mères avaient des pathologies avant ou pendant la grossesse qui auraient retenti probablement sur le nouveau-né ayant présenté une thrombopénie néonatale. En revanche, dans l'étude de Haja et al., 51% des parturientes avaient des pathologies avant ou pendant la grossesse. Dans notre étude, l'infection au cours de la grossesse et la pré-éclampsie étaient les pathologies les plus fréquentes, alors que l'infection maternelle au cours de la grossesse prédominait dans l'étude de Osama et al. Dans notre étude, la majorité des nouveau-nés étaient nés par voie basse, soit 61%, alors que 39% des accouchements étaient par la voie haute. Nos résultats ne concordent pas avec ceux retrouvés par Saber et al. Qui ont montré que la majorité des accouchements étaient par voie haute, soit 55% des cas. L'utérocicatricielle et la pré-éclampsie étaient les motifs les plus fréquents d'indication de la voie haute dans notre étude. Par rapport à l'âge gestationnel, la thrombopénie néonatale est plus fréquente chez les nouveau-nés prématurés que chez les nouveau-nés à terme. Dans notre étude, 53% des nouveau-nés prématurés avaient une thrombopénie. La majorité des cas chez les nouveau-nés prématurés étaient d'intensité modérée, ce qui concorde avec l'étude de Robert et al. L'hypotrophie a été retrouvée dans 28% des cas dans notre étude, ce qui est comparable à l'étude de Robert et al. L'incidence de la thrombopénie néonatale est 5 et 6 à 20 fois plus élevée chez les nouveau-nés hypotrophes que chez les nouveau-nés eutrophes. La thrombopénie néonatale était asymptomatique dans 86% des cas, alors que 14% des cas avaient présenté des symptômes tels que le purpura échymotique, l'hémorragie digestive, fait des mélénas et des rectorragies, l'hémorragie pulmonaire et la présence d'hémorragie intraventriculaire révélée à la thermodensitométrie. Cependant, dans l'étude de Saber et al., 58% des cas avaient présenté une thrombopénie asymptomatique associée à
à un saignement au point de ponction et une hémorragie digestive. Il est important de savoir que la thrombopénie pourrait être présente chez un nouveau-né bien portant consultant pour un autre motif. La thrombopénie précoce est plus fréquente que la thrombopénie tardive dans notre étude, soit 81%. Nos résultats concordent avec ceux de l'étude de Haja et al. Et l'étude de Resch et al. En revanche, nos résultats sont discordants avec l'étude de Saba et al. Dans laquelle la thrombopénie tardive prédominait, soit 67%, alors que la thrombopénie précoce était estimée à seulement 33%. Cela pourrait être dû à l'augmentation de la septicémie tardive dans les groupes d'études, ce qui était absent dans notre étude. Passons maintenant au bilan paraclinique biologique. L'infection bactérienne a été retrouvée dans 60% des cas avec isolement de Klebsiella, Escherichia coli et Staphylococcus aureus sur l'hémoculture. Nos résultats concordent avec l'étude de Saba et al. Qui ont retrouvé Escherichia coli et Klebsiella dans 58% des cas. Ri et al. Ont trouvé que la thrombopénie néonatale sévère était présente chez 20% de nouveau-nés septiques et les organismes les plus couramment isolés étaient les bactéries à gram négatif. 65% des bactéries retrouvées à l'hémoculture étaient des Klebsiella pulmonés, suivies par les Escherichia coli. La ponction lombaire a été réalisée chez 10 nouveau-nés, objectivement en cas de méningite à Klebsiella pneumoniae. Passons maintenant à l'imagerie. La radiographie pulmonaire a été réalisée chez tous les nouveau-nés. La radiographie thoracique a montré une prédominance de microrganités pulmonaires diffuses en rapport avec la maladie de membrane hyaline, suivie par un foyer pulmonaire. Une TDM cérébrale a été réalisée chez 2 nouveau-nés qui a montré une hémorragie intraventriculaire avec une atrophie cérébrale et cérébelleuse dans un cas et une ventriculite avec hypodensité temporale-pariétale d'origine vasculaire chez le deuxième cas. Une échographie abdominale a été réalisée chez 20 cas. Elle a objectivé 3 cas de ponchement abdominal de moyenne abondance, un cas de dilatation piélocalicière bilatérale, un cas d'hétérohydronéphrose bilatérale, un cas de hydronéphrose sans dilatation piélocalicière et un cas de néphrocarcinose. À la recherche des hémorragies intracrâniennes, une ETF a été réalisée chez 40 cas. Elle a montré une hémorragie intraventriculaire chez un nouveau-né, 2 cas d'hydrocéphalie triventriculaire et un cas d'œdème cérébral. Par rapport à la modalité thérapeutique, 55% des nouveau-nés ont été traités en fonction de l'étiologie en cause de la thrombopénie, alors que les autres ont bénéficié d'une transfusion plaquettaire, soit 45%, à 20 cc par kilo. Les autres traitements ont été administrés selon l'étiologie. Par exemple, l'antibiothérapie a été administrée en cas d'infection bactérienne, les séances de photothérapie ont été réalisées en cas d'ectèbe bilirubin non conjugué, la transfusion de chloroglobulaire en cas d'anémie, les surfactants en cas de maladie de membrane hyaline. En comparaison, le pourcentage de la transfusion plaquettaire dans notre série est plus élevé par rapport à l'étude de Osama et al. Et celle de Mehdi et al., dans laquelle la transfusion plaquettaire a été réalisée respectivement dans 12 et 5% des cas. Par contre, notre résultat reste inférieur à celui de Saber et al., car ils ont eu recours à la transfusion dans 63% des cas. Évolution. Nous avons enregistré 88% des cas d'évolution favorable, alors que 12% des nouveau-nés étaient décédés. Les motifs de décès n'étaient pas en relation directe avec la thrombopénie néonatale, mais associés aux autres pathologies telles que le syndrome polymalformatif, la détresse respiratoire suite à la maladie de membrane hyaline, l'infection materno-fœtale sévère, l'asphyxie périnatale, la grande prématurité et les pathologies biliaires. Passons maintenant aux étiologies. La thrombopénie néonatale infectieuse. L'infection est l'étiologie la plus fréquente, soit 43%, 60% d'origine bactérienne. Ces résultats concordent avec l'étude de Haja et al., dans laquelle l'infection bactérienne a été retrouvée dans 74% et celle de Mehdi et al., qui rapporte 81% d'infection bactérienne. Selon Robert et al., l'infection bactérienne et virale constitue la cause majeure de thrombopénie néonatale. Elle représente environ 67% des cas. 4% des virus étaient à l'origine de la thrombopénie dans notre étude. La prééclampsie. La prééclampsie compliquée de Herpes syndrome constitue la deuxième cause de thrombopénie, soit 25% des cas, ce qui concorde avec l'étude de Mehdi et al., dans laquelle elle a été retrouvée dans 16% des cas, et celle de Haja et al., qui rapporte 11% des cas. Selon Hamdi et al., la thrombopénie néonatale a pu être décrite chez 9% de nouveau-nés de mères présentant une prééclampsie, ce qui est discordant avec notre étude, où on a trouvé un pourcentage de 25% des cas de prééclampsie. La prise médicamenteuse. 3% des nouveau-nés présentant une thrombopénie néonatale dans notre étude avaient eu une prise médicamenteuse. Ces résultats concordent avec l'étude de Saber et al. Et celle de Haja et al. Qui ont rapporté 3 et 2% respectivement des cas de prise médicamenteuse. En revanche, il y a une discordance avec l'étude de Hamdi et al. Qui a rapporté l'absence de prise médicamenteuse chez les parturiennes au cours de la grossesse. Parlons maintenant des causes génétiques et auto-immunes. Dans notre étude, on a trouvé un cas de hyperthyroïdie suite à la maladie de base d'eau et un cas de lupus érythémateux systémique chez une mère sous traitement. Selon la littérature,
un terrain d'auto-immunité chez la mère peut retentir sur les nouveau-nés, entraînant la thrombopénie néonatale par le passage des auto-anticorps de la mère vers le fœtus. Selon la littérature aussi, la thrombopénie peut développer suite à une anomalie génétique telle que la trisomie 13 et trisomie 18. Dans notre étude, on n'a pas enregistré de causes génétiques ou constitutionnelles. Alors maintenant, comment prévenir une thrombopénie néonatale? Il faut faire la sérologie nécessaire afin de dépister et traiter toute infection maternelle durant la grossesse. Travailler avec asepsie réguleuse lors de l'accouchement et de la naissance en évitant tout accouchement traumatique. Prévenir l'hypothermie du nouveau-né et il faut apporter les besoins nécessaires en calories et en eau. Passons maintenant à la conclusion. La thrombopénie néonatale représente l'anomalie d'hémostase du nouveau-né la plus fréquente. Elle est le plus souvent asymptomatique ou peu symptomatique. Un nouveau-né bien portant consultable pour un autre motif pourrait présenter une thrombopénie. Malgré les effets secondaires des transfusions plaquettaires, devant la thrombopénie très sévère, son indication reste de mise. La thrombopénie néonatale persistante est un signe de mauvais pronostic, d'où la nécessité de prévenir les situations pouvant causer une thrombopénie néonatale. Avant de céder la parole, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Madame Présidente et rapporteure de thèse, Prof. Amran Irim. Ça fut un immense plaisir d'avoir accepté de préparer ma thèse sous votre guidance. Merci pour votre enthousiasme et vos efforts malgré votre emploi très chargé. Je remercie également les membres du jury pour l'intérêt qu'ils ont porté à notre travail en acceptant de l'examiner. Merci à tous mes amis pour vos encouragements et vos supports. Un grand merci pour l'équipe de néonatologie, l'équipe de pédiatrie, l'équipe de gynécologie, l'équipe d'épidémiologie et l'association des étudiants gagnants à Oujda et FCI. Thank you so much for your attention. Monsieur Blébou, pour votre présentation qui était assez explicite. Merci pour vos éloges. Il faut dire que peut-être que vous auriez pu présenter en anglais, parce qu'après, on sent que vous avez un bon anglais, mais bon, on ne savait pas. Donc finalement, on vous a fait travailler en français, donc c'est bien. Ça vous fait un double... D'accord, tout est à votre mérite. Donc sans trop tarder, je vais donner la parole à Madame Professeure Saidi Hanan pour donner ses remarques par rapport à votre travail. Merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier Monsieur Blébou Richard Kwan pour son invitation afin de juger son travail intitulé La thrombopénie néonatale, colligée au service de néonatologie et réanimation néonatale au CHU Mohamed VI, et ceci à propos de 105 cas. Donc, c'est un travail vraiment qui est assez lourd parce que vous avez exploité 105 dossiers où une thrombopénie a été diagnostiquée et dont les étiologies étaient vraiment très diverses. Donc, nous avons lu avec un grand intérêt votre travail. Vous avez utilisé un plan qui était didactique, mais malheureusement, il y avait un problème de numérotation. Donc, au niveau du sommaire, de la partie théorique, introduction grand A et A, B, C, il y avait un problème de numérotation. Alors, lors de votre exploration au sein des dossiers, la page 87, nous étant des obstétriciens, on s'intéresse concernant la parité, soit c'est des femmes primipares, possipares ou multipares, parce que ici vous avez détaillé 3e geste, 5e geste, 6e geste, 7e geste. Donc généralement, on divise la gestité en 3 catégories, ou voire même 4 catégories pour les grandes multipares. Alors la page 91, où vous avez cité les différentes indications de la césarienne, et généralement, alors l'hydramnios, nous, on n'a pas une indication formelle de césarienne vis-à-vis un hydramnios, mais l'hydramnios, ça peut entrer dans le cadre soit du diabète, c'est-à-dire ça peut rejoindre une macrosomie fœtale, ou ça peut rejoindre
une malformation, surtout le tube digestif, ou ça peut être idiopathique. Mais hydramnios comme indication de césarienne, généralement, ça n'existe pas dans la littérature. Plus les fautes d'orthographe utérocicatricielles dans les étiologies de la césarienne. Alors ici, vous avez, lors de la citation de vos résultats, vous avez utilisé des tableaux, en même temps des diagrammes. Moi, à mon avis, il faut choisir un seul, soit les tableaux, soit les camemberts, soit les diagrammes, pour élucider et interpréter vos résultats. Alors la page 106, les étiologies des thrombopénies, donc dans votre étude. Donc ici, normalement, je pense que ce tableau doit être placé avant le pronostic, parce que ça, c'est les étiologies de la thrombopénie. Puis ensuite, le pronostic néonatal de cette thrombopénie. Donc, j'aurais aimé avoir ce tableau avant le pronostic. Donc, c'est tous mes remarques. Je te félicite, Monsieur Blébo et Charkouane, de ce travail. Je félicite à travers vous, professeur Rim Amrani et docteur Ayed Anas, pour la qualité de la prise en charge des nouveau-nés. Normalement, nous, on travaille en collaboration et surtout en cas de thrombopénie, soit d'ordre immunologique ou diabétique. Donc, généralement, vous avez mis comme quoi plus de 50%, c'était des accouchements qui ont été réalisés au sein de notre CHU. Merci, Monsieur Blébo. Je te souhaite plein de succès dans ta vie professionnelle et que du bonheur dans ta vie privée. Merci, chers collègues et amis. Et là, sans trop tarder, je vais donner au professeur Kazem Meriem pour vous donner ses remarques. Qui ne fonctionne pas, justement. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Madame la Présidente. Donc, Monsieur Blébo, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à siéger parmi le jury de votre thèse de médecine, de doctorat en médecine, et puis à vous féliciter d'abord pour la présentation que vous venez de faire, et puis pour la qualité du manuscrit, du sujet abordé, et puis du manuscrit que vous avez élaboré. Alors, je remercie votre encadrante, mon ami le professeur Rim Amrani, pour son invitation à juger ce travail, donc une invitation que j'ai acceptée volontiers, vu ma conscience de la qualité des travaux encadrés par professeur Rim Amrani. C'est toujours un plaisir et un moment de partage et de discussion intéressante. Donc, je vous félicite pour le choix du sujet. Donc la thrombopénie néonatale au service de néonatologie et de réanimation néonatale. Donc je trouve que c'est un choix qui est très réussi et fort intéressant et original. Donc déjà original par rapport à cette anomalie, votre approche de l'anomalie hématologique chez le nouveau-né. Donc ça, c'est original. Puis l'échantillon, la population sur laquelle vous avez travaillé, donc 105 cas, c'est une très bonne série. Et puis, troisième point, par rapport aux variables statistiques que vous avez choisi de traiter et de collecter à partir des dossiers, ça a donné donc une richesse intéressante qui a valorisé le service, donc le travail du service, et puis ça a donné du matériel pour une très bonne discussion qui va aboutir, qui peut aboutir certainement à une très bonne publication intéressante. Et puis ce document, ça va être une très bonne référence dans notre bibliographie, dans notre bibliothèque en matière de thrombopénie néonatale. Donc j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt votre travail, que je trouve globalement schématique et bien structuré. Alors, vous avez des objectifs qui sont clairs, que vous avez détaillés dans l'introduction et que vous avez repris, chose que j'ai aimée dans le matériel et méthode. Donc, vous avez rappelé les objectifs, l'objectif principal et les objectifs secondaires. Le style est généralement clair.
Donc, on lit le document facilement, il est clair et agréable à lire. Vous avez fait un rappel bibliographique complet. Donc, du côté génétique, c'est vrai qu'il n'y a pas de cause génétique objectivée dans la série, mais quand même, le rappel bibliographique, pour moi, était complet et intéressant. Donc, votre matériel et méthode, je trouve qu'il met bien en valeur le contenu de l'étude et l'expérience du service de néonatologie, de réanimation néonatale. Les tableaux, les figures et les arbres décisionnels, je pense qu'ils sont quand même efficaces. Et vous avez fait une bonne bibliographie globalement récente et bien choisie. Donc pour moi, nous en génétique médicale, moi j'ai jamais eu une demande d'avis par rapport à une thrombopénie, surtout néonatale. Donc les causes que vous avez citées dans votre travail, donc c'est généralement on les voit à un âge un peu avancé. Oui. Donc c'était vraiment une occasion pour moi d'apprendre beaucoup de choses, aussi bien pour les causes génétiques que autres. Toute la démarche et l'approche du pédiatre devant une thrombopénie néonatale. Donc, je pense que pour les causes constitutionnelles, vous l'avez bien détaillé. Vous avez cité les principales causes, donc les anomalies chromosomiques, trisomie 13, 18, 21, le Turner, le Fanconi, syndrome de TAR, etc. Donc, j'ai quelques petites remarques par rapport à donc pour les informations. Pour le syndrome de Wiskott-Aldrich, c'est vrai que pour la majorité des cas, c'est des cas dus à des anomalies au niveau d'un gène, au niveau du chromosome X, sauf que récemment, un deuxième gène a été découvert sur le chromosome 2. Et donc, ça va être rare certainement, mais on peut trouver des filles, par exemple, qui sont atteintes de syndrome de Wiskott-Aldrich. Oui. Alors, pour le Jean-Bernard Soulier, vous parlez d'un mode de transmission qui est incomplètement récessif. Donc ça, en génétique, ça ne colle pas vraiment incomplètement récessif. Il y a plutôt un mode autosomique dominant et autosomique récessif. Il y a les deux, mais on ne dit pas que c'est incomplètement. Le caractère incomplet, on le dit pour la pénétrance, peut-être un patient qui a la mutation, mais qui ne manifeste pas la maladie, vu qu'il y a une interaction avec des facteurs de l'environnement qui inhibent l'effet de la mutation. C'est possible. Mais pour le mode de transmission, c'est soit autosomique récessif ou autosomique dominant, où on sait que pour cette maladie, il y a les deux, en fonction des gènes. Alors, pour la maladie de Fanconi ou l'anémie de Fanconi, vous avez parlé de 13 gènes jusqu'à ce jour. Alors, juste une petite mise à jour, jusqu'à ce jour, il y a 22 gènes. Il y a 22 gènes, donc l'anémie de Fanconi, c'est parmi les maladies les plus hétérogènes sur le plan génétique, d'où la difficulté de l'étudier sur le plan moléculaire. Donc aujourd'hui, on est à 22, chose qui est vraiment complique son étude moléculaire. Alors, très contente de voir que vous avez parlé du conseil génétique dans la prise en charge, même si c'est rare. Donc, vous avez parlé de ça. C'est pour moi que je trouve très important puisque ça fait partie de la prévention. Le conseil génétique, à chaque fois quand on est devant une maladie génétique, il faut demander un conseil génétique. C'est important. Alors, j'ai une très petite question par rapport à votre cours. Donc, vous avez choisi d'étudier les cas entre 2020 et 2021. Donc, c'était en plein Covid. Exactement. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ce choix a affecté la cohorte? Peut-être que suite à... Donc déjà j'ai vu dans les causes, dans les antécédents maternels de pathologie maternelle, il y avait 13%, c'était des mamans qui avaient le Covid. Donc déjà, je pense par rapport au recrutement des malades, le transfert, la surveillance des grossesses, tout ça, ça a été impacté. Vous ne pensez pas que ça peut aussi impacter la réalité? Peut-être qu'il y a plus, ou moi, je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que depuis qu'il y a Covid, déjà les cas néonataux, ils sont vraiment très rares. Je pourrais vous dire qu'il y a eu peut-être 3 cas publiés dans toute la littérature mondiale, je dirais, internationale. Et donc, nous, à chaque fois qu'on avait des parents Covid+,
on s'acharnait à faire notre PCR. D'ailleurs, ce matin même, j'ai dit arrêtez de faire des PCR comme ça, abusivement, parce qu'on tombe sur rien et c'est quand même assez traumatisant pour un nouveau-né. Et donc, jusque-là, on est tombé sur aucun cas de PCR positif. Et bizarrement, les cas qui étaient vraiment en contact intime avec leurs parents, ils faisaient des petites infections banales. Donc sincèrement, on ne pouvait pas rattacher ça avec le Covid elle-même, c'est-à-dire l'infection à Covid elle-même. C'est pourquoi on s'est permis quand même de prendre cette période. À vrai dire, le choix, il a été fait par l'étudiant lui-même et nous, on n'a pas tiqué là-dessus, sincèrement. Parce que vraiment, on n'a pas trouvé je dirais, de concordance. Il y a mon collègue ami, professeur Ayed, qui pourrait vous dire la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de cas de retentissement assez important de la Covid chez le nouveau-né. Et d'ailleurs, même dans les cas internationaux, les quelques cas qui étaient rapportés dans la littérature, c'était des bébés qui, par la suite, ils ont bien échappé à la Covid et donc ils ont négativé leur PCR par la suite. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on s'est permis quand même de faire notre travail en plein Covid. Alors, dernière réflexion. Vous avez fait une très bonne discussion. Alors, je pense que ça va faire l'objet d'un très beau travail, d'un très beau article. Donc, parmi les choses que vous avez discutées, l'impact du niveau, par exemple, socio-économique sur la thrombopénie. Et donc, dans la littérature, il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas d'études analytiques qui peuvent rattacher ou confirmer qu'il y a un effet cause, un lien entre les deux. Donc, puisque déjà vous avez une très bonne série, je pense que vous pouvez continuer le travail, comparer par rapport à une cohorte de nouveau-nés hospitalisés qui n'ont pas la thrombopénie et faire collecter les mêmes variables et faire une régression logistique univariée, multivariée, voir est-ce que c'est significatif statistiquement ou pas. Je pense que ça va être très intéressant vu que vous avez une très belle cohorte. Oui. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire, Monsieur Blébeau. Je vous remercie encore une fois pour votre travail et je remercie votre encadrante encore une fois. Merci infiniment. Et je vous souhaite de l'excellence, une très bonne continuation dans votre vie professionnelle et familiale. Merci. Merci, mon ami professeur Tagir, pour vos remarques. Et là, je donne la parole à professeur Ayed pour donner ses remarques par rapport à ce travail. Merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur Blébeau-Richard, je vous remercie de m'avoir permis de siéger au jury de votre thèse intitulée « La thrombopénie néonatale au service de réanimation néonatale CHU Oujda » à côté de mes maîtres et ma confrère. Je tiens à vous féliciter pour votre sérieux, votre persévérance et le choix de notre service pour élaborer votre travail. Comme vous l'avez constaté, donc les différents juges n'ont pas fait énormément de remarques, ce qui témoigne de la finesse de votre travail. Donc j'ai juste un petit rebondissement sur ce qu'a dit ma collègue professeur Tagir concernant la période de travail. Durant la période Covid, on a recruté plusieurs nouveau-nés de mères Covid. C'était des Covid positifs, mais généralement les nouveau-nés, ils allaient bien. Et la cause d'hospitalisation, c'était pas parce que leur maman elle avait le Covid, donc c'était autre chose. Soit une détresse. Donc il n'y avait pas vraiment un lien entre la Covid et l'hospitalisation du nouveau-né. D'une part, d'autre part, vous avez parlé des... L'autre remarque, c'était par rapport à l'hydramniose. L'hydramniose, c'était toujours associé à une autre indication de césarienne. Lorsqu'on fait des études, généralement, on met chaque cause seule, on ne met pas deux causes à la fois pour mettre les statistiques. Et enfin, je te souhaite une bonne continuation dans votre vie familiale ainsi que personnelle.
Monsieur Dlébo, à mon tour déjà de répondre à mes collègues, amis par rapport aux remarques qui étaient émises. Mais avant de le faire, donc déjà, je vous félicite pour la belle série qui a été choisie. Quand même, c'est une belle série de 105 cas. Je vous félicite pour votre persévérance parce que je suis quand même parmi les jurys très exigeants, parmi les rapporteurs très exigeants. J'ai été très exigeante, moi et ma collègue professeur Sahar, et pourtant vous étiez patient, vous étiez persévérant. Et donc ça émane d'une personnalité qui est quand même assez souriante et qui s'accroche, et c'est bien. Donc déjà le défi a été relevé pour une personne anglophone et de présenter un travail en français, ça c'est une très bonne chose parce que je vois que vous êtes anglophone à la base, donc vous auriez pu chercher la facilité en travaillant votre thèse en langue anglaise, mais pourtant vous avez relevé le défi et vraiment vous l'avez relevé comme il se doit. J'ai aimé aussi la partie de remerciement où vous avez montré votre gratitude face à l'équipe, et ça c'est très important. On a l'impression que les gens oublient parce que quand même vous venez solliciter toute une équipe, il y a des résidents derrière, là depuis le résident, depuis le chef de service jusqu'à quand même la femme de ménage. Et sincèrement ça m'a fait chaud au cœur. Hein. Ça veut dire que vous êtes bien éduqués, vous avez pensé au moindre petit détail, et ça c'est très très important parce que cette femme de ménage qui est là, c'est grâce à elle que le service peut fonctionner et dans de bonnes conditions, et sincèrement je vous tire chapeau par rapport à ça. Donc maintenant, donc je reviens aux remarques de mes collègues amis, professeur Sedi. Oui, on travaille en collaboration. Heureusement qu'il y a ce travail d'équipe. Heureusement qu'il y a des gens avec qui on s'entend très bien, parce que c'est bien de travailler avec des gens avec qui on s'entend. Il y a une bonne équipe de gynécologie obstétrique, il y a une très belle équipe de chirurgie pédiatrique aussi. Et bien sûr, là, il y a Madame Tagir, alhamdoulilah, elle est là. Peut-être tout à l'heure, bon, c'est vrai que ce n'est pas le moment d'en parler, mais vous m'avez parlé des cas de génétique qui n'ont pas été soulevés, peut-être parce qu'on manquait de votre présence. Maintenant que vous êtes là, on va penser plus au cause génétique, on va vous solliciter encore plus. Et donc, c'est ce travail d'équipe qui fait le charme de la chose au sein de l'hôpital Mère-Enfant, alhamdoulilah. Donc, par rapport au problème de numérotation, moi, je pourrais dire que c'est peut-être parce que je lui ai changé à la dernière minute la numérotation. Oui, il est en train de... Et donc, c'est pourquoi il n'a pas pensé à changer le sommaire. Parce que moi, je dirais que vers les dernières corrections, j'ai changé... Il y avait des petits A1, petits 1B. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même trop détaillé. Donc, je lui ai tout chamboulé vers la fin. Et donc, c'est moi qui étais derrière ce changement de numérotation. La gestité, oui, j'ai fait la même remarque. Mais sincèrement, j'ai vu qu'il a fait quand même un bon travail. Il a tellement calculé la première, deuxième geste, troisième, quatrième geste. Je trouvais quand même que c'était un peu débile de ma part de lui dire ramasse tout et mets tout dans le même paquet. Donc j'ai préféré laisser les choses pareilles parce que quand même ça lui a pris beaucoup de temps. Et il faut dire qu'on a été quand même très exigeant. Donc, professeur Tagir, oui, merci pour vos éloges. Nous aussi, on est fiers de vous avoir au sein du CHU, de vous avoir à nos côtés. Oui, peut-être que là, il faudrait penser aux causes génétiques de plus en plus, dorénavant. Tout ce qui est génétique, moi, je le trouvais trop compliqué, je le dis toujours. Donc, sincèrement, je n'oserais pas parler après une généticienne. Donc, quand vous parlez de Viscott Aldris, de Bernard Soulier, je vous dis ce que vous dites, je vous tire chapeau. Tout est bon, parce que moi, tout ce qui est gène et tout ça, c'est un peu délicat. C'est trop délicat même pour moi. Donc, le choix, il n'a pas été affecté, donc, et ça a été confirmé par mon collègue. Et peut-être, justement, là, quand je revois les choses de votre manière, oui, peut-être qu'il faudrait qu'on pense à faire, justement, un travail de régression statistique, oui. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, parce que quand il a fait sa série, il a tellement pensé aux moindres petits détails, mais qu'on n'a pas trouvé dans les autres séries. C'est vrai, le niveau socio-économique, vraiment des détails qu'on ne va pas trouver, on va trouver juste des détails qui sont en rapport avec la gestité, parité, tout ce qui est médical. Là, peut-être justement qu'il faudrait penser à comparer avec une série qui est normale, je dirais sans thrombopénie, peut-être que ça va donner de bons résultats. Et donc, je vais finir par vous féliciter. Il y a le professeur Ayed qui a donné plus d'explications que de remarques. Donc, vous voyez que les membres du jury ont été satisfaits de votre travail. Donc, on n'a pas été exigeant pour rien, mais vous aussi, vous avez bien suivi. Vous êtes élégant aujourd'hui, donc c'est bien. Moi, j'aime bien la cravate rouge. Hein. Il faudrait que je le dise quand même. Et je vous félicite.
J'estime que peut-être il y a des membres de votre famille qui sont là, non? Ou des amis, c'est presque la famille. De toutes les manières, quand on est loin, je sais que ce n'est pas évident. Et là, vous avez la grande famille déjà de vos collègues et la grande famille marocaine. De toutes les manières, on est là, on est tous ensemble, on est vraiment, on est réunis aujourd'hui, qui est un grand jour, qui est vraiment un grand jour pour vous. Donc, je vous félicite pour votre parcours et pour ce que vous avez fait. Et je pense que vos parents, s'ils étaient présents, votre famille, ils auraient été vraiment fiers de vous ce jour-là. Donc, bon courage. Je dirais bonne chance pour ce qui reste, parce que là, le chemin ne va que commencer. Un chemin, Inch'Allah, de résidence, de spécialité, de votre choix de spécialité. Et je ne sais pas si ça va commencer chez nous ou dans un autre pays, mais en tout cas, on vous dit très bon courage et bonne chance pour ce qui reste. Et là, sans trop tarder, on va passer pour délibérer et on revient dans un petit moment. Monsieur Blévo Richard Kouam, le jury n'a pas eu de mal à délibérer, il a accepté votre travail à l'unanimité et vous a accordé le grade de docteur en médecine avec mention très honorable. Félicitations du jury. Mais avant de vous déclarer définitivement docteur en médecine, avant d'intégrer la grande communauté des docteurs en médecine, je vais vous demander de prêter le serment concernant votre profession. En levant la main droite. Au moment d'être admise à devenir membre de la profession médicale, je m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité. Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui les sont dus. Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes malades sera mon premier but. Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés. Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nouvelles traditions de la profession médicale. Les médecins seront mes frères. Aucune considération de la religion, de nationalité, de race, aucune considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon passion. Je maintiendrai le respect de la vie humaine dès la conception. Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une façon contraire aux lois de l'humanité. Je m'y engage librement et sous mon honneur.